Aujourd'hui, nous sommes déjà un mardi, certainement, vous savez parfaitement, nous avons encore les débats sur le plateau. Le propos sur l'actualité, et vous savez également, nous avons parfaitement également. Bonsoir. Bonsoir, docteur Doula Yaïbe. Ravi d'être parmi les invités au deuxième événement. C'est l'arrivée sur la scène d'un groupe de généraux. Sans côté eux-mêmes, qui nous ont dit qu'ils étaient là, n'est-ce pas, pour rassurer la stabilité, la sécurité, la paix, la culture, la justice sociale, etc. Pour puisse organiser un dialogue national de cette démocratie à déclarer unique. Et donc, la proclamer la dictature en supprimant la démocratie. La justice, les droits humains, les cadres. Comme Béran l'a rappelé, on a connu que les dictatures, sous différentes formes, les Ibn Omar, les Maturé, ces jeunes Tchadiens là, nous ont préféré, après l'indépendance, on soit là en train de se tirer dessus. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci encore une fois de plus d'être sur le plateau de Tchad 24 International. Vous savez, chers téléspectateurs, nous sommes là, vous y êtes également pour implémenter la politique de notre pays. Et surtout, vous savez, ça bouge en Afrique et ça doit bouger aussi dans notre pays, le Tchad. Mais le cas du Tchad, c'est son indépendance depuis 63 ans. Nous acheminons déjà vers l'indépendance le 11 août 1960. Et il y a des questions qui se posent, n'est-ce pas, sur les lèvres de tout Tchadien et Tchadienne. Et on se pose la question: comment organiser historiquement notre fête à nous et comment également les gens s'attellent, les plus hautes autorités en tête desquelles vous avez le président de la République, les membres du gouvernement, le Premier ministre, y compris au moins, n'est-ce pas, tous ceux qui travaillent dans l'administration, s'attellent-ils pour essayer d'organiser cette fête? Mais vous savez, le paradigme moyen, ça fait depuis quelque temps, la fête du 11 août a été délocalisée. On se pose des questions. Pour quelles raisons, historiquement parlant? Si c'est le 11 août, on doit fêter le 11 août, on doit voir tout à fait, au moins, n'est-ce pas, les drapeaux du Tchad ici un peu partout. Mais ce n'est pas le cas de figure en N'Djamena, plus précisément même à l'intérieur. Vous pouvez voir seulement une fois de plus les drapeaux ici de la présidence, juste, n'est-ce pas, vers l'hôtel Radio Sonboul, ça s'arrête là. Mais en dehors de ça, jusqu'au palais, jusque si vous voulez, au-delà encore, n'est-ce pas, du palais de l'unité, il n'y a rien. Sans parler encore, n'est-ce pas, des sous-quartiers. Alors, on se pose la question, est-ce que la fête est limitée pour les uns et pour les autres? Et les autres Tchadiens, alors, que profitent-ils de cette fête, dit-on, indépendance? Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons encore, n'est-ce pas, réaliser cette émission avec les hommes que vous connaissez parfaitement sur le plateau. Le point sur l'actualité. Et alors, vous le savez, le point sur l'actualité, c'est encore, n'est-ce pas, vous et nous allons implémenter cette politique. Mais surtout, on va commencer une fois de plus à la présentation de ceux qui ont, n'est-ce pas, l'amabilité, la bonne volonté, une fois de plus, de venir sur le plateau, essayer de changer avec vous, chers téléspectateurs. Je ne sais pas d'où vous êtes, que vous soyez à New York, aux États-Unis, que vous soyez en Chine, un peu partout. Nous savons, vous nous regardez. Merci encore, n'est-ce pas, du côté du Sénégal. Merci du côté de Burkina Faso, le Niger, également le Nigeria. Vous êtes nombreux à m'écrire, vous êtes tellement nombreux à nous écrire, en nous disant tout simplement, vous aimez beaucoup, n'est-ce pas, le point sur l'actualité, mais aussi Afrique 54. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas un dimanche. Le dimanche prochain, ça va chauffer sur le plateau d'Afrique 54. Mais pour le moment, ou pour l'instant, nous allons d'abord, n'est-ce pas, commencer avec la thématique l'indépendance au Tchad. Nous avons un historien, nous avons aussi, n'est-ce pas, un constitutionnaliste qui va nous expliquer. Alors, vous avez aussi, n'est-ce pas, la résistance africaine, ça a oublié un président d'un parti politique, le PPT, le Parti panafricain du Tchad. Alors, je vais commencer tout droit à mon extrême droite là-bas. Ce n'est plus une personnalité à présenter sur le plateau, le président de l'actualité. Il est devenu consultant maison mère. Donc, en la personne de qui? Monsieur Ahmad Mahamat Hassan, que vous connaissez parfaitement, ancien ministre de la Justice, mais également professeur, enseignant dans les universités. Monsieur le professeur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir, docteur Yaïbe. Merci pour la confiance
bonsoir à tous les panélistes autour de cette table pour échanger sur un sujet fondamental de la vie d'une nation naissante. Une nation naissante. Je dis bonsoir à mon frère doyen qui est là et ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Et donc je suis heureux, franchement. Vous êtes cette composition, je salue votre tactique, votre intelligence d'associer, au-delà de nos compétences respectives, un historien, un expert des sciences politiques et du droit, mais non, vous associez la nouvelle génération et l'ancienne génération. C'est quelque chose qui est important parce qu'il s'agit de la fondation d'un État et d'une République qui est devenue indépendante. Et il s'agit de la célébration d'une journée qui consacre l'affirmation de la souveraineté d'un État et de son peuple. Où allons-nous? C'est une sorte également de faire une sorte de petit bilan. Qu'en est-on? Où on est arrivé? Est-on tombé dans le trou, dans le ravin, où nous sommes encore debout? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? On apportera nos contributions. Merci, professeur, d'avoir accepté promptement notre invitation sur le plateau de Point sur l'actualité où nous allons une fois de plus, n'est-ce pas, mener à tambour battant. Alors, ces échanges entre nos téléspectateurs et vous, je pense que vous êtes bien installés, chers téléspectateurs. Donc, à ma gauche, tout juste, ce n'est plus une personne aussi à présenter sur le plateau, le Point sur l'actualité. Vous la connaissez parfaitement. Donc, monsieur Koumbaria, toujours, il a un nom difficile, il faut reconnaître. Hein. C'est ça le nom de Bantou. Surtout, il est président d'une formation politique, le PPT, je venais de le dire en entame de mon émission, Parti panafricain au Tchad. Bonsoir, monsieur le président, bienvenue sur le plateau, le Point sur l'actualité. Bonsoir à tous les téléspectateurs, ainsi qu'à mes amis panélistes. Je suis toujours ravi d'être sur ce plateau pour débattre des sujets panafricanistes et sujets politiques. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de l'indépendance du Tchad après 63 ans d'indépendance ou de pseudo-indépendance, je dirais. Donc, c'est un sujet qui sera très vif et je vous donnerai mon opinion à propos de ça. Merci à tout le monde. Merci, monsieur le président, d'avoir aussi, n'est-ce pas, accepté notre invitation sur le plateau du Point sur l'actualité. Et à ma droite également, la résistance africaine, vous connaissez la révolte. Sankara disait tout simplement, par la force nous vaincrons. Donc, je me pose la question, est-ce que si c'est le cas, nous ne sommes pas là pour parler, au moins, n'est-ce pas, dans la dynamique de la donne, des exactions qui se passent, au moins, n'est-ce pas, en Afrique, mais nous sommes au Tchad aujourd'hui. Nous allons peut-être, n'est-ce pas, nous incliner pour son indépendance depuis 62 ans. Nous sommes déjà au 63e. On se pose la question, alors, vous avez compris, hein, les coups d'État en répétition. Alors aujourd'hui, est-ce que ça façonne au moins, n'est-ce pas, l'image ou le blason de notre pays? C'est eux qui nous diront. La résistance africaine. Bonjour, docteur Yabe. Bonjour aux panélistes. Et je voudrais d'abord féliciter hier la déclaration du ministre d'État, ministre de l'administration du territoire de la République du Mali, qui en concomitance avec la République du Burkina Faso ont établi le communiqué numéro 001 entre les deux pays qui dit que s'il y a une attaque contre le Niger sera assimilée à une guerre contre le Mali et en même temps contre le Burkina. Et nous ne pensions pas si bien dire quand le dimanche passé je disais que si dorénavant on attaque le Niger, nous serons à leur côté, pensant que le Mali et le Burkina avaient déjà déclaré la décision, alors que ce n'était pas le cas, mais c'était hier. Et je pense que pour les Africains qui savent l'histoire, c'est que une décision de cette envergure, on ne l'a pas vue depuis 400 ans au moins, depuis l'esclavage. Ça veut dire des pays solidaires comme ça, et des pays qui ont déjà entamé la vraie indépendance, parce que notre indépendance est factice depuis 1960. Et si au moment où les criminels étaient venus tuer Muammar al-Gaddafi, alors si les Africains ont été solidaires à ce moment, alors on aurait déjà allumé le feu partout en Afrique pour être indépendant. Et il faut le savoir, parfois sans combat, on ne peut pas être aguerri pour pouvoir libérer notre continent. Et si jamais le Niger est attaqué, les pays africains vont démontrer une fois, pour la première fois peut-être, que là, ils seront aguerris au combat pour pouvoir libérer l'Afrique, les armes à la main. Merci. Merci, Dr Ndia. Avant de passer la parole, n'est-ce pas, au dernier invité, merci encore une fois de plus au Premier ministre gabonais qui nous écrit et qui nous suit l'émission Le Point sur l'actualité et après 54 en lieu et en place, n'est-ce pas, de M. Alain Bilibizé, qui est le Premier ministre gabonais. Une fois de plus, monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Se partager, hein, se partager parce que vous aimez au moins, n'est-ce pas, ce que nous faisons au Tchad. Nous vous disons merci une fois de plus, mais nous resterons toujours, n'est-ce pas, au Gabon prochainement pour les élections
élections, les échéances électorales qui se dérouleront, n'est-ce pas, du 26 août de ce mois-même. Nous sommes avec vous. Nous allons, n'est-ce pas, bout à bout, mot à mot, essayer une fois de plus, n'est-ce pas, d'implémenter la politique, n'est-ce pas, électorale dans votre pays. Et alors, à mon extrême gauche là-bas, monsieur Mindemon Kolandi, qui est, n'est-ce pas, ancien doyen de faculté de sciences d'éducation et sociale. Il est là une fois de plus, n'est-ce pas, en tant qu'historien. Il va partager sur le plateau pour savoir l'histoire du Tchad. Et alors, monsieur le doyen, bonsoir, bienvenue. Bonjour messieurs, merci pour l'invitation. Je suis doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de l'éducation. Merci pour l'invitation. Vous savez que chaque année, quand les hommes politiques sont dans une situation difficile ou bien veulent renouveler un peu ce que c'est l'indépendance, on nous appelle, nous parlons une journée, pas une journée, quelques minutes, pour le 11 août, après on nous oublie. Il faut qu'un autre événement arrive pour qu'on nous appelle. Je pense que ce que nous disons en histoire, on doit apprendre la leçon de l'histoire de notre pays. Oui. Personne ne s'intéresse à l'histoire du Tchad. On ne s'intéresse que quand il y a quelque chose. Il faut apprendre la leçon de l'histoire du Tchad. Nous ne partons pas enseigner les étudiants pour les notes. C'est pour qu'on apprenne quelque chose, pour qu'on change. Et ça n'arrive jamais. Chaque fois, les historiens sont considérés comme des gens qui ne font que l'enseignement. Mais nous ne faisons pas que l'enseignement. Nous sommes aussi des médecins de la société aussi. Il faut qu'on tienne compte de notre science. Merci beaucoup. On va tout de suite en débattre. Les questions vont peut-être venir. On va voir. Merci encore, doyen de faculté de sciences. Il est enseignant, il faut reconnaître, historien également. Nous prenons acte parce que nous allons vous inviter toutes les fois possible. Nous n'allons pas attendre, peut-être pas le mois d'août, pour vous inviter sur le plateau, mais tout au long de l'année, nous allons vous inviter pour essayer une fois de plus, n'est-ce pas, d'implémenter la politique. Alors, un pays sans histoire, c'est une voiture sans chauffeur. Donc, c'est tout à fait normal. Vous êtes le chauffeur, vous allez conduire une fois de plus, n'est-ce pas, à bon port. De bon port, n'est-ce pas, le pays. Mais surtout, chers téléspectateurs, je veux une fois de plus, n'est-ce pas, décliner. Alors, l'émission. Vous savez, quand on parle de l'indépendance, on va parler au moins, n'est-ce pas, de ses présidents. Le cas du Tchad, on va essayer de voir combien il y a eu de présidents. Ngartatou Malbaye, après Ngartatou Malbaye, il y a eu un président que son nom ne figure pas dans l'histoire du Tchad. Il faudrait peut-être, n'est-ce pas, essayer de ramener cela pour que son histoire soit bon et complet. Il s'agit de qui? Monsieur Noël Milare Odinga, qui a fait 48 heures comme président de la République, lorsque Maloum s'est retrouvé encore, n'est-ce pas, en prison le 13 avril 1975. Il faut le dire. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, et je voudrais une fois de plus, n'est-ce pas, qu'on ramène son histoire et que son histoire soit faite, soit étudiée, soit dite, pour permettre, n'est-ce pas, à la génération future de savoir leur propre histoire à elle. Après Noël Milare Odinga, vous avez donc le président Maloum. Après Maloum, nous sommes à 3, vous avez le président Lod Mamadou Choua. Après Lod Mamadou Choua, vous avez le président Gougouni. Après Gougouni, vous avez le président Hissène Habré. Après Hissène Habré, vous avez eu comme président le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Et après le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, vous avez le 8e président qui est Mamat Idriss Déby Itno. Ça fait combien? 8 au total. Alors, pour connaître l'histoire, il faut des hommes. Pour construire une maison, il faut au moins, n'est-ce pas, un maçon. Je pense que nous avons déjà les maçons sur le plateau. Le point sur l'actualité. Alors, c'est un devoir pour moi, un plaisir réel, une fois de plus, n'est-ce pas, de présenter mes invités. Et surtout, le premier jet. Le premier jet, je veux commencer toujours, n'est-ce pas, avec l'homme qu'il faut, alors lui donner la place qu'il faut également. Donc, le professeur Ahmad Mamat Hassan, qui s'y connaît bien avant l'indépendance, après l'indépendance, pendant que nous y sommes, il connaît parfaitement. Alors, professeur, bonsoir, bienvenue une fois de plus. Surtout, racontez-nous au moins, n'est-ce pas, la préhistoire de notre pays et l'histoire véritable de notre pays, son indépendance, son essor et sa politique jusqu'à maintenant. La question aurait dû être à mon collègue, parce qu'il s'agit de l'histoire. Donc, mais moi, je vais vous donner l'analyse des fondements juridiques et politiques de ce qu'on appelle indépendance. C'est quoi?
c'est quoi l'indépendance? C'est quoi pour un peuple la signification de l'indépendance? Pour rappeler à la nouvelle génération et à vos téléspectateurs qui nous suivent, il s'agit en fait d'un processus de libération des peuples. Et ça a commencé avec la colonisation. La colonisation tchadienne du territoire du Tchad, qui était d'abord un territoire militaire des pays et protectorats du Tchad, territoire militaire des pays et protectorats du Tchad, qui n'était pas encore une colonie, mais ce territoire militaire était rattaché à la colonie de Lubangui-Chari, capitale Bangui, et que c'est juste après la conquête du désert du Tibesti que la colonie avait été proclamée, avec un gouverneur autonome détaché de Bangui, mais lié toujours à Brazzaville. Alors, entre-temps, il y a eu cette pénétration coloniale, avant cela, venant de Lubangui-Chari. Il y a une colonne venant de Lubangui-Chari et une autre colonne venant du Soudan. Je dis le Soudan occidental, c'est-à-dire le Mali, de l'Ouest, avec les tirailleurs sénégalais, avec l'encadrement français. Et donc, quand ils sont arrivés, ceux qui venant de Lubangui-Chari avaient croisé le fer avec le pays Sahara. Le pays Sahara, jusqu'à Bédéa, Bessada, Koumra, et avec, ça veut dire que les chefferies traditionnelles, parce que nous avons notre propre structure de commandement. Nous avons notre propre structure de commandement traditionnel et coutumier dans chaque communauté, dans le pays Sahara, et dans le pays Sahara, c'est divers, et comme dans le pays Banana, ou comme dans le pays du centre, de Guéra, ou dans le pays du Wadaï, ou le Tibesti, ou le BT. On ne va pas entrer dans le détail. Ce processus de colonisation est arrivé, et c'est comme ça qu'on a transformé Kokaga en Fort Archambol, et puis Fort Lamy, qui est devenu plus tard la capitale du Tchad, avec toutes les conséquences, et puis avec la guerre, avec l'entrée de Rabé, et entre-temps qui a croisé le fer à Fort Fouro, devenu Kousséri, et donc par la suite, et le nord du Cameroun, qui était de colonisation allemande, après la Deuxième Guerre mondiale, l'héritage des vainqueurs l'a fait rattacher à la colonie du Tchad française. Et donc, par rapport à tous ces éléments historiques, mon collègue serait mieux outillé. Mais en fait, c'est quoi une indépendance? Une indépendance, ça veut dire qu'on confie au peuple le destin de gérer sa propre destinée, ses affaires, sans qu'il y ait une autorité extérieure qui lui dicte la conduite et la conduite des affaires. Et quelles sont les conséquences politiques? Cette rétribution, la France n'a pas par bonheur et par volonté principale s'est détachée de ses anciennes colonies. Excusez-moi le terme que je ne vais pas prononcer, ces anciens esclaves. Elle a tout simplement reconnu l'effort de sang, l'effort de guerre de sang de la Seconde Guerre mondiale, où nos arrière-grands-parents avaient contribué avec la division des clercs à la libération de la France du nazisme hitlérien. Et par rapport à ça, il y a eu la conférence de Brazzaville. Après cette conférence de Brazzaville, De Gaulle a fait une grande déclaration. Il est temps de donner la destinée à nos anciennes colonies, leur droit de s'auto-administrer, de s'auto-gérer. Et donc, mais il ne l'a pas fait automatiquement. Il a proposé un processus intermédiaire, la communauté franco-africaine, avec la constitution de 1958. Le CFA. Et donc, non. La communauté j'ai pas dit j'ai pas dit la monnaie des colonies de France. Non. Laissez le CFA à part. Okay, ne vous pressez pas. Oui. Donc, non, la communauté franco-africaine. D'accord. C'est avec la constitution de 1958. Donc, ça, c'est De Gaulle. Il a proposé, il ne voulait pas se détacher. La France reste la capitale principale, Paris, et ces anciennes colonies acceptent par un référendum à rester avec la France. D'accord. Mais donc, c'était à cet intermédiaire que Sékou Touré a préféré dire non. En 1958. Absolument. Lui, il a rejeté. Et il a rejeté l'Union franco-africaine. C'est ce que j'ai dit de la communauté. D'accord, on revient. Mais c'est après que le processus maintenant progressif
des indépendances avait été enclenché. C'est-à-dire, c'est un accouchement douloureux. On revient encore pour le deuxième tour, vous allez tout définir, tout cela. Oui. Alors je vais rester avec l'historien, M. Kolandi. Et alors, vous, depuis déjà 1960, lorsque le Tchad a eu son indépendance déclarée par le président défunt, donc M. Ngarta Tombalbaye, et alors dis-nous le processus au moins à partir de là, et pourquoi toujours, n'est-ce pas, le Tchad est resté dans la dynamique intempestive, n'est-ce pas, des crises, des foyers de tension. Oui, bon, comme le collègue vient de le dire, en 1958, le général de Gaulle, en voulant préparer les Africains à l'indépendance, a voulu que les Tchadiens restent dans la communauté française en signant la Constitution de 1958. Donc après 1958, on nous a donné donc la proclamation de la République. En 1960, c'est l'indépendance. 2 ans après l'indépendance, c'est-à-dire en 1962-63, Tombalbaye a voulu imposer le parti unique, le PTRD. Donc tous les autres partis comme UDT, le parti de Saouba, le parti de Djibril Kerala, et les autres partis, GIR, etc., tout ça, les partis ont été abolis. Donc Tombalbaye est resté le seul capitaine dans le bateau. Ça mécontentait donc les Tchadiens, parce qu'il a éclipsé tout le monde. Les gens ne sont pas d'accord. C'est à partir de ce moment-là que, en 1963-64, les mouvements, les soulèvements ont commencé par le mécontentement. Donc les cadres dont les partis ont été supprimés se sont soulevés. Donc il y a eu donc la création de Frolina avec tous les mécontents. Parce que Tombalbaye a mécontenté les gens, ils ne voulaient pas le multipartisme. Le parti unique a mécontenté tout le monde. C'est à partir de ce moment-là que les mouvements ont commencé. Les interventions successives françaises ont commencé. D'abord en 1968, les Français faisaient croire à Tombalbaye que les rebelles sont prêts, ils sont à Béché, il reste que Forlami, etc. Tombalbaye a paniqué. Donc il a fait venir les Français pour garder N'Djamena. Parce que les Français ne pouvaient pas aller au-delà d'Abéché. Parce qu'ils savent que le pouvoir militaire ne restait que dans le BET. Tous les autres ici, c'est des pouvoirs civils. Le BET, ça veut dire le beaucoup Enedi Tibesti. Il faut reconnaître pour ceux qui ne connaissent pas l'abréviation. Vous savez que le dernier préfet du BET est resté le général, comment il s'appelle, Diogo. Lui, il est resté à administrer le Nord. Oui. Le Nord était militaire. Tous les sous-préfets qui venaient dans la région du Sud, on les appelait des commandants. Là, c'était militaire parce que c'était une administration militaire, comme il le disait. Il n'y avait pas de fonctionnaires tchadiens formés. Tous les sous-préfets étaient encore des Français. Oui. Et après Tombalbaye, donc, les militaires, par rapport à Kamougué, qui ont fait le coup, on a mis Malum au pouvoir. Malum ne pouvait rien gérer. Il était presque perdu. Mais est-ce que, je vais rester avec vous, parce que je parlais, n'est-ce pas, de Noël Minare Odinga. Est-ce que pourquoi son nom n'apparaît pas dans l'histoire et pourtant il a 48 heures comme président de la République. Il a déclaré aussi, n'est-ce pas? La déclaration n'était même pas entendue de tout le monde. D'accord. Il n'y a que quelques rares Tchadiens qui savent qu'il a fait une déclaration. Oui, un discours. Un discours. Oui. 48 heures, c'est pas suffisant. Le premier président, quand même, son nom doit figurer dans l'histoire du Tchad. C'est tout à fait parce qu'il n'a pas marqué le Tchad, parce que quand on est un homme politique, il faut poser un acte. Et oui, mais il a signé quand même un acte. Le discours, c'est pas un acte qui peut marquer les Tchadiens. Il a donné un discours justifiant le coup d'État simplement. Et donc, mais après 48 heures, les militaires sont allés chercher le commandant en chef de l'armée tchadienne, qui était le général Maloum. Oui. Non, Maloum était en prison. Non. Lui, il était l'acteur du coup d'État.
Mais les militaires l'avaient préféré à Maloum. Donc ils sont partis prendre Maloum qui était en prison. Moi, lui mettait le plus gradé. Absolument, il était le plus gradé. Il faut prendre le plus gradé. Absolument. Et subalterne ne peut pas monter le plus gradé. Et il fallait le prendre. Il est sorti de la prison. Mais vous avez raison de rappeler que c'était Oudengar qui avait pris la parole. C'était lui. Mais c'était pour 48 heures. D'accord, merci. Merci encore, monsieur l'historien. Mais avant de venir sur le président, je sais que vraiment la jeunesse aujourd'hui, il faut comprendre qu'ils s'agitent. Hein. Elle est hautaine, mais c'est pas grave. On viendra vers vous. Alors, docteur Ndiaye, la résistance africaine, vous savez, hein, depuis l'histoire de notre pays, alors, l'organisation, hein, nous avons eu déjà l'aspect historique du Tchad, mais l'aspect organisationnel, n'est-ce pas, de la fête de l'indépendance. Et alors, depuis 1960, nous savons que le président de la République, Ngata Tomolamé, a organisé le 11 août. D'accord? Mais même les Maliens, le 11 août, nous avons vu également l'Olma Marsois, le 11 août a été respecté. Jusqu'à Issé-Nabri, 11 août a été respecté. Mais pourquoi aujourd'hui, le 11 août n'a jamais été respecté? C'est délocalisé, c'est la présentation des armes sur la place de la nation. On se pose la question, est-ce que y a-t-il au moins, n'est-ce pas, un quiproquo autour pour ne pas respecter au moins, n'est-ce pas, la date 11 août, pour permettre à tous les Tchadiens et les Tchadiennes de vivre en réalité, n'est-ce pas, cette indépendance qui les rendait libres? Oui, justement, c'est parce que quelque part, si vous dites ça, ça veut dire que nous, les panafricanistes, avons réussi maintenant à faire en sorte que cela soit mitigé, cette date du 11 août, pour le fait que c'est une indépendance factice. Parce que quand on était plus petit à l'école primaire, secondaire, on ne comprenait pas bien les choses, on pensait qu'on était réellement indépendant. Mais aujourd'hui, quand on a fait le tour du monde entier, du globe terrestre, on a compris qu'on n'est pas indépendant. On est d'ailleurs beaucoup plus soumis qu'au temps même de l'indépendance des années 60. Et c'est que cette indépendance factice, nous, avec nos interventions, avec notre façon de nous exprimer à travers les réseaux sociaux, on a réussi depuis le temps du président Idriss Déby, on a réussi à faire passer le message que, par exemple, moi, je n'irai pas à la place de la nation dorénavant pour dire que je fête le 11 août 1960 qui est la date de mon indépendance, parce que je sais que je ne suis pas indépendant. Et le problème, c'est que on fait semblant d'aller faire semblant comme si on était indépendant, mais on a compris qu'on n'est pas indépendant. Donc cette indépendance est factice, et si vous voyez maintenant le problème du franc CFA et le problème de l'indépendance, c'est que c'est, paraît-il, seulement De Gaulle, avec son assistant Focard, sans tenir compte soi-disant de l'Assemblée française et autres, qui se sont réunis et rapidement, comme dans un système mafieux, ont décidé que comment on va contourner cette indépendance. Parce que les Américains, en ce temps qui avaient été aussi colonisés par la Grande-Bretagne, et les Nations Unies nouvellement créées dans les années 45, poussaient maintenant les puissances européennes à donner l'indépendance aux nations africaines. Mais la France sans l'Afrique, elle serait un pays aujourd'hui qui ne serait même pas membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il faut trouver un système, un autre système, une autre Dupéry. Outre le 11 août 1960, il faut trouver une autre Dupéry. Donc on a fait semblant, on a contourné, et aujourd'hui, la charte de l'impérialisme le dit bien. Ça veut dire que quel que soit notre président, si par exemple dans un pays comme le Tchad ou dans un autre pays africain, que si ils disent dans la charte de l'impérialisme que si eux ne disent pas que ce président est légitime, eux ils ne respecteraient pas un président quelle que soit sa légitimité. Et que là où ils sont ces 28 articles, la charte de l'impérialisme, les choses sont claires, nettes et limpides. Donc si eux ils sont dans un endroit, nous on n'a aucun droit. Et si on a beaucoup d'argent dans nos banques, on doit les amener là-bas pour que leur banque soit le plus puissant du monde. Et s'il y a un pays, ils veulent lutter contre un pays militairement, comme le disait le président Déby, qu'il a Badala comme les chiens errants, on doit se réunir et s'unir pour faire tomber ce pays. Aujourd'hui, maintenant, les pays d'Afrique, à travers la déclaration de Abdoulaye Maga hier, ont compris que maintenant il faut être solidaire, que si on attaque le Niger, c'est automatiquement une attaque considérée contre le Burkina Faso et la République du Mali. Alors là, les Africains ont compris depuis 400 ans, depuis l'esclavage, j'ai dit, ils viennent de comprendre que pour être indépendant dorénavant, il faut s'unir. Ça n'a pas été le cas avec Gaddafi, parce qu'il y a eu quelques Soudanais, quelques Tchadiens, peut-être quelques Touaregs, Maliens et autres, Nigériens qui sont allés se battre à ses côtés. Mais les Africains ont eu peur parce qu'ils avaient peur de leur ombre en 2011. Donc c'est que nous on a déconstruit cette idée du 11 août 1960, que dorénavant, si certains qui fêtent le 11 août, je pense qu'ils sont même complices de la colonisation. Quand on n'est pas indépendant, on doit s'unir et essayer d'être indépendant véritablement. Et maintenant, nous sommes dans la deuxième décennie du XXIe siècle et on va essayer d'avoir notre indépendance maintenant, à présent. Donc, je pense que même le président Déby, à un moment, avait compris et il ne savait pas comment s'en sortir avec sortir des griffes des Français.
Et c'est à partir de fin 2020 que quand il a voulu sortir, ils se sont attaqués à lui. Donc on a déconstruit cette idée parce qu'on ne peut pas continuer de faire semblant, sinon nous on devient complice de notre propre colonisation. Et comme le disait Sambène Ousmane dans le bout des doigts de Dieu, ce n'est pas ceux qui sont attrapés de force physiquement, attrapés de force qui sont les vrais esclaves, mais ceux qui acceptent de se soumettre physiquement et moralement. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Lord Macaulay en 1835, c'est un Britannique. Un Lord, c'est comme un sénateur britannique. Oui. Quand il est arrivé en Afrique, il l'a bien dit. Nous sommes venus trouver un pays où il n'y a ni mendiant ni voleur, un haut degré d'éducation et une spiritualité élevée. Et il a dit, il faut leur faire croire que ce qui vient d'Angleterre et d'ailleurs est meilleur que chez eux. Et c'est comme ça que nous arriverons à les rendre une véritable nation de dominés. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est que la domination n'est pas d'abord physique avec des forces militaires comme les bases françaises qui sont là en Afrique. Ça, c'est pour nous soumettre, nous et nos présidents. Sinon, rien ne justifie ces bases. Mais d'abord, il y a eu cette aliénation mentale. Aujourd'hui, bon, moins autant les célèbres, mais aujourd'hui, regardez, quand tu as un teint clair, là, on te donne automatiquement plus d'importance. Ça, c'est le nègre aliéné. Oui. Donc, on est devenu encore plus aliéné ces dernières décennies, plus que dans les années 80. Pourquoi? Ça veut dire qu'on a été déconstruit. Et ils disent infiltrer corrompre l'élite politique, détruisez l'école, détruisez le système d'éducation. Attendez 20, 25 ans, vous viendrez trouver un peuple d'ignorants dirigé par des corrompus. La corruption, c'est pas seulement la corruption monétaire, c'est aussi la corruption mentale, celle de l'esprit. Donc aujourd'hui, à travers cette déconstruction du 11 août 1960, on a fait d'abord comprendre aux Africains qu'ils ne sont pas indépendants et qu'ils ne fassent pas semblant. S'ils font semblant, c'est qu'ils sont complices de la colonisation. Et les deux maintenant est arrivé, maintenant quand on prépare l'esprit à comprendre qu'elle est aliénée, si l'esprit se reprend, et c'est à ce moment qu'on va pouvoir libérer physiquement l'Afrique, et c'est ce qu'a compris le Mali. Et les Maliens ont dit c'est à travers le Mali que la colonisation est rentrée en Afrique, et c'est pas le Mali que la colonisation va sortir. Donc si vous voyez même l'hymne national du Mali, c'est qu'ils sont prêts à concéder même une grande partie ou tout de leur souveraineté à l'Afrique ou à un éventuel États-Unis d'Afrique. Donc quand vous entendez l'hymne national malien, c'est qu'ils rendent hommage à l'Afrique en général, l'Afrique entière. Donc c'est important aujourd'hui parce que quand on comprend maintenant qu'on n'est pas libre, c'est comme ça qu'on peut se mettre en ordre de bataille et essayer de libérer l'Afrique. Et si, advenant qu'on attaque le Niger, là on va déclencher les hostilités pour pouvoir libérer l'Afrique complètement. Merci encore, n'est-ce pas, pour cette analyse pointue, Dr Ndiaye. Alors, vous savez, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre, sachez tout simplement, vous êtes dans la dynamique de votre émission Le Point sur l'actualité. Aujourd'hui, on se focalise, n'est-ce pas, sur 11 août. Et vous savez, nous sommes en août, le 1er août aujourd'hui. Et on se pose la question, comment fêter le 11 août? Surtout, on l'a délocalisé, cette fête-là, au temps de Maréchal du Tchad. Et pour quelles raisons? Et maintenant, les fêtes se fêtent entre les frères. Hein. Les frères, il faut reconnaître ça, surtout ceux qui ont le pouvoir entre les mains. Le lever du pouvoir entre les mains, surtout avec la présentation des armes au niveau, n'est-ce pas, toujours vous savez, hein, parfaitement là où on se retrouve, n'est-ce pas, sur la place de la nation, mais on se pose la question, où va le Tchad? Où va le Tchad? Alors, d'ailleurs, on respecte, n'est-ce pas, la date où, n'est-ce pas, les présidents, les chefs d'État ont annoncé leur discours. Hein, et aujourd'hui, au Tchad, pourquoi la fête n'est pas faite le 11 août? On a délocalisé des fois, c'est après même, n'est-ce pas, décembre. Alors, est-ce qu'on court sans message? Je ne sais pas. Le prédicateur, peut-il courir sans message? Alors, s'il court sans message, je ne sais pas qui peut être derrière lui. Monsieur le Président, je suis à vous. Hein, vous êtes un jeune, il faut reconnaître que vous venez de créer aussi votre parti, le PPT. Et alors, quand on regarde autour de nous, hein, par rapport, une fois de plus, pas l'organisation festive du 11 août, hein, et on a délocalisé. Et alors, ça ne se fait plus comme par avant. Surtout, vous savez qu'en son temps, on invitait les chefs d'État qui doivent venir une fois de plus, n'est-ce pas, se réjouir sur l'indépendance africaine, si vous voulez, du Tchad en particulier. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est comme si en réalité, les Africains sont rejetés, les chefs d'État sont rejetés. Mais alors, on devait se réjouir autour de nous, au moins avec des chefs d'État, 4, 5, voire 6, 7 chefs d'État. Quel est le paradigme aujourd'hui qu'on a rejeté cela? Je pense que de nos jours, ce qu'on appelle pseudo-indépendance est quelque chose que la population a remarqué que ce n'est pas sérieux. Parce que on parle d'une indépendance qui n'est vraiment pas une indépendance. Si on va commencer par l'histoire, on dirait que durant la traite négrière qui a commencé entre le 15e et 19e siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Les impérialistes, les colonialistes sont venus nous coloniser. Pas coloniser, ils sont venus nous enlever nos ancêtres pour les amener en esclavage. Ensuite, du 19e au 20e siècle, c'est là que la colonisation a démarré.
qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes colons sont venus, disons, comme Dr Jay a dit, ils sont venus au Mali, disons. Ils ont commencé à combattre les Maliens avec des armes à feu, parce que c'est eux qui avaient la poudre à canon, pour coloniser le Mali. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé, par exemple, des Maliens en tant qu'armée indigène pour maintenant coloniser le pays voisin. Ensuite, du pays voisin, ils ont utilisé maintenant ces indigènes de ce pays voisin pour coloniser les prochains pays. C'est dans cette façon-là qu'ils ont colonisé l'Afrique. Ils n'ont même pas vraiment combattu. Ils ont utilisé les Africains pour combattre les Africains. Ce qui se passe depuis très longtemps. Donc, quand on est arrivé au milieu du XXe siècle, dans le milieu du XXe siècle, dans les années 1960, qu'on appelle les années de l'indépendance dans l'Afrique, il y avait un piège qui était créé par le général de Gaulle pour ne pas vraiment nous donner les indépendances, comme notre grand frère, le ministre Mohamed Ahmad, nous l'a dit. C'était un piège, un cadeau piégé. Certaines nations ont compris et n'ont pas accepté l'indépendance. Parce que l'indépendance, il faut savoir, regardez par exemple l'Algérie. Comment ils ont eu l'indépendance? Ils se sont battus. L'indépendance, on l'arrache avec souvent le sang et les armes. C'est de cette façon qu'on peut avoir une vraie indépendance. Mais quand on vous donne une indépendance, c'est qu'il y a un piège dedans. Et c'est ça qui s'est passé pour la majorité des Africains dans les années 60. Vous regardez maintenant du côté anglophone. Pourquoi les anglophones sont beaucoup plus développés, ils sont beaucoup plus ouverts dans le commerce et ils ont tous pratiquement leur propre monnaie. Parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais, ils se sont ruinés avec les Américains en achetant beaucoup d'armes pour pouvoir se battre contre Hitler. Donc à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Tout leur or et leur monnaie, leur argent des colonies a été épuisé. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu franchement leur colonie et les côtés anglophones ont été plus libérés. C'est pour ça qu'ils ont leur propre monnaie, ils sont beaucoup plus développés. Mais du côté français, nous avons le criminel de Gaulle qui nous a gardés sous l'esclavage pratiquement monétaire en créant une monnaie nazie. C'était une monnaie qui était utilisée en France durant la guerre mondiale quand Hitler a pris le contrôle de Paris. Il a utilisé le CFA sous un autre nom, mais la même stratégie pour contrôler tout ce que les Français avaient. Je ne dirais pas qu'ils ont des ressources, mais ils avaient peut-être des industries et des trucs comme ça. Donc, De Gaulle a utilisé la même chose sur nous, tous les Africains, qu'ils ont signé l'accord du colonialisme, l'accord de l'indépendance. Mais, comme je dis, certains présidents n'ont pas accepté parce qu'ils ont vu le vice de M. De Gaulle. Donc, c'est ainsi qu'on s'est retrouvé aujourd'hui avec des indépendances que j'appelle pseudo-indépendances. Comment on va faire une indépendance avec des accords coloniaux? Il y a 11 accords coloniaux qui ont été forcés sur tous nos présidents. Jamais on ne parle de ça. Aujourd'hui, toute la nouvelle génération doit apprendre que beaucoup de nos présidents sont bloqués dans des accords coloniaux qui ont été signés depuis 1960. Ça veut dire que ce n'est même pas nos présidents actuels qui ont signé ces accords. Donc on devrait avoir le droit de pouvoir annuler ces accords. Et c'est ce que le grand digne président Assimi Goïta est en train de faire en ce moment avec les autres présidents de la Guinée, du président du Burkina et bientôt le Niger. Nous sommes très fiers de ce qui se passe au Niger. Nous supportons le Niger. Tous les panafricanistes du monde supportent le Niger parce que c'est un nouveau mouvement panafricaniste qui se passe au Niger. C'est là qu'on va obtenir la vraie indépendance. Toutes ces indépendances qu'on a maintenant là, pardon, ce n'est pas des indépendances, ce sont des fausses indépendances. Et aujourd'hui au Tchad, c'est vrai qu'on ne célèbre pas, je suis d'accord avec ça. Le 11 août, hein. Oui, je suis d'accord qu'il n'y a pas des drapeaux partout parce que si on connaît vraiment l'histoire, on sait qu'on n'est pas indépendant. Comment on peut être indépendant avec des bases étrangères dans notre pays? Comment on peut dire qu'on est un pays indépendant avec des bases militaires françaises de nos pays? Comment on peut dire qu'on est indépendant quand on ne peut même pas profiter de nos ressources? Et nous avons des militaires français, enfin les Français, le gouvernement français qui pille nos richesses et on parle d'indépendance. Hein? Même à l'ONU, nous n'avons même pas le droit de parler là-bas. Nous, nos voix, c'est la France qui les prend et qui parle à notre place. Et on dit qu'on est indépendant. Hein? Aujourd'hui, là, le CFA, comme je l'ai dit, comment un pays peut être indépendant sans avoir sa propre monnaie? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que tous les pays commencent à réaliser la situation. Donc, l'indépendance au pays, au Tchad, le 11 août, même si c'est célébré ou c'est pas célébré, si on voit des drapeaux un peu partout, ou on ne voit pas des drapeaux partout, je pense que c'est une pseudo-indépendance. Donc,
Professeur, est-ce que le Tchad est-il pris au moins, n'est-ce pas, dans un étau de l'impérialisme ambigu? Alors pourquoi le Tchad, véritablement quand on parle de l'indépendance, il faut reconnaître quand même, nous avons une date, nous avons une année, et nous devons au moins, n'est-ce pas, la marquer devant notre peuple, et surtout lorsque Ngata Toumani avait déclaré l'indépendance du Tchad devant un peuple assis, et surtout, hein, on a clamé de partout, parmi, n'est-ce pas, les 23 régions. Mais comment aujourd'hui on n'arrive pas à l'organiser? Il faut reconnaître que c'est dans les années 90, lorsque le maréchal du Tchad a pris le pays entre ses mains, et alors on a délocalisé une fois de plus la fête du 11 août. Pour quelle raison? Pourquoi? Ça, c'est la deuxième question. Les Tchadiens eux-mêmes ne profitent pas de cette fête-là parce que la fête s'est faite rien qu'à la présidence de la République. On se retrouve autour d'une table, on mange des bons mets, on danse et puis on chante, on se fait marier, on marie les femmes. Et alors que dans les provinces, les gouverneurs ne peuvent pas organiser une fête de réjouissance pour permettre à sa population de vivre dans une quiétude, dans le plaisir, dans le loisir. Alors, pour quelle raison? D'abord, une petite phrase d'entrée. C'est pas Dom Molba qui a déclaré l'indépendance, c'était le message de De Gaulle lu par André Malraux. D'accord. C'est André Malraux. Très important. Dom Molba il a proclamé le Tchad indépendant après le discours de De Gaulle lu par son ministre Malraux. Donc, maintenant, la question fondamentale que vous posez, pourquoi on ne célèbre pas cette fête? Il y a une chose. Il y a le problème, c'est que la France est restée cohérente. Oui. Très cohérente. La France a construit sa puissance en dominant des peuples à travers le monde et en exploitant leurs ressources. C'est comme ça que ça a commencé la colonisation. Mais la deuxième étape du processus, c'est de donner des prétendues indépendances en nommant des sous-préfets appelés chefs d'État français, chefs d'État tchadiens, centrafricains, béninois, togolais, maliens, sénégalais. C'était des simples valets de la France. Ils répondent à et on assure leur maintien au pouvoir et leur sécurité par des bases françaises. Et le Tchad, ça s'est manifesté à plusieurs reprises. Avec l'opération Takoda en 69. Et puis, il y a plusieurs opérations, je ne vais pas citer ici, Manta, Épervier, etc., 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 etc. Non, le principe, la France est cohérente. La France ne peut pas exister. Elle a affirmé sa puissance, construit sa puissance nucléaire sur l'uranium africain, en exploitant le nord du Niger avec la société Areva, à Arlit. Elle a construit sa richesse de la Banque centrale avec le franc français. Et l'Union européenne est entrée à l'euro avec le diamant centrafricain et congolais. Et le pétrole congolais et les ressources minières. Il y a deux Congos, c'est lequel? Les deux Congos. Oh, parce que la Belgique n'a pas eu une emprise réelle sur le Congo belge. Mais je parle de Congo français. De Sassou Nguesso. Donc, après, elle s'est dit s'il y a des résistances, je reprime. C'est elle qui a construit nos armées, nos prétendues armées. L'encadrement est fait. Tout chef d'État qui commençait à lever la tête, c'est le processus des coups d'État des années 70. Oui, c'était le processus des coups d'État des années 70. Deuxièmement, la deuxième étape, c'est avec la chute du mur de Berlin. Et c'est adapté. Les chambres, les arbres à palabres africains, les conférences nationales souveraines. Prétendu souverain. Le mot est gros. Je suis professeur de droit, le mot c'est trop gros pour l'Afrique. Donc, parce qu'il n'y a pas le mot souveraineté est impropre quand il s'agit de décrire l'Afrique. D'accord. Donc, on a eu une conférence à laquelle j'ai participé, jeune syndicaliste de l'UST, membre du bureau exécutif de l'UST, jeune greffier, diplômé de l'ENA à l'époque, et donc de l'ENAM. Donc, je dis, elle a fait. Après, elle s'est adaptée avec la donne de la liberté et de la démocratie. Mais elle a soutenu des rébellions cette fois-ci. Et le président était maintenu. Et donc, tous les présidents africains sont les valets de la France. D'accord. Pour continuer l'exploitation. Comme l'a dit tout à l'heure le président Kombaria, même aux Nations Unies, la France n'a de voix au Conseil de sécurité et à sa place et de sa voix pour la Guerre mondiale qu'avec les wagons africains. Et donc, maintenant, pourquoi le Tchad est resté? Pourquoi le Tchad est resté dans la violence?
Donc non, c'est la question de la dévolution du pouvoir. D'accord. C'est la question de la dévolution. Toute notre problématique, c'est la dévolution du pouvoir. Après la colonisation, nous sommes tombés sur des prétendus présidents, guides de la nation, pères de la nation, éclaireurs et autres, le lion de l'UNIR, le père de la nation, le PPT-RDA. Le RDA-PP est devenu PPT-RDA après le congrès de Oba 72, c'est devenu maintenant MNRCS. Et on a tenté de régler nos problèmes avec des petites conférences, mais on a fait de Oba, on a fait à Béché, on a fait de Oba, on a fait en 81 Douguia, on a fait, etc. Arrivé à la conférence nationale sur le 93. Sanitaire. Donc, mais on n'a pas trouvé de réponse parce que la problématique n'est pas la forme de l'État, fédération ou décentralisation. La problématique n'est pas la diversité ethnique et tribale ou confessionnelle avec les deux blocs nord-sud, chrétiens, musulmans et autres, comme on a décrit en 79-80. Non, la problématique, c'est la mauvaise gestion de l'État, l'injustice dans la gouvernance, le manque d'égalité citoyenne. Et donc, les gens qui se sacrifient, qui sont là, qui arrivent à accéder au pouvoir par le sacrifice du sang des autres, transforment l'État en une rente viagère. Et donc, le problème, c'est cela. Et ça instaure l'injustice dans un contexte de pauvreté et de misère, et ça révolte les autres. Et donc le cycle continue, et on est rentré dans un repli identitaire terrible du clanisme, du tribalisme. L'ancien Premier ministre, Dr Kassiré, parlait de villagisme. Et donc voilà, la problématique, c'est à ce niveau-là. Et on fait des conférences, on fait des dialogues inclusifs ou souverains, on fait des rencontres internationales, on n'arrête pas à nous en sortir. Ni indépendance, ni développement économique, malgré les ressources, et on est resté dans l'ignorance, dans l'analphabétisme, dans les pandémies, dans la misère et la pauvreté. Une pauvreté pas du ventre matériel, mais de cœur aussi, et avec la haine qui grandit entre nous. Et la violence et l'intimidation est devenue notre quotidien de survie. Et donc nous sommes repris. Les chefferies traditionnelles ont disparu. Elles sont devenues des chefferies administratives et politiques au service de celui qui est au pouvoir. Elles sont devenues des cercles de mobilisation de leur communauté et leur ethnie et de leur communauté pour légitimer le pouvoir en place, gagné par d'autres voies. Voilà la situation réelle. Aujourd'hui, si on ne fait pas, si on devait avoir une élite qui prend son destin, c'est fini la part de la France. La France, elle ne va pas nous laisser parce qu'il s'agit de sa survie économique, politique et géopolitique internationale. Et géopolitique, c'est à côté, il va nous expliquer. Mais la question, c'est à nous de prendre notre destin. Qu'est-ce qu'on a fait? La nouvelle élite. Et ça, je lance un appel à ces deux jeunes, un chef de parti politique et un spécialiste de la diplomatie internationale et de la géopolitique. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Au-delà des rencontres pour légitimer des pouvoirs en place, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou on disparaît, ou on prend notre destin en main. Arrêtons le discours accusateur, c'est suffisant des décennies contre la France. Mais nous-mêmes, on a fait quoi de notre indépendance 70? Nous sommes d'accord qu'il s'agit d'une prétendue indépendance. Mais qu'est-ce qu'on a fait nous-mêmes pour nous libérer? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes entrés dans le repli identitaire en privilégiant nos clans, nos ethnies, nos familles, nos épouses, avec des privilèges et dans un contexte de misère et de pauvreté. Ça blesse le cœur. Et au Tchad, les déceptions, les rancœurs de cœur, quand ça s'éclate toujours par la violence. D'accord, la liste est exhaustive, cher membre du plateau. Vous avez suivi une fois de plus le professeur Ahmad Mamad Hassan, alors Dr Ndiaye. 63 ans bientôt, 63 ans, 11 août, il faut le reconnaître. Alors, c'est révolu. Le ministre vient de le dire tout à l'heure, qu'avons-nous fait une fois de plus, n'est-ce pas, de cette indépendance sous les mains. Et alors, nous ne voyons pas le développement, il faut reconnaître. Nous disons tout simplement que le 11 août devait être plutôt, n'est-ce pas, un paradigme de développement national pour permettre au moins, n'est-ce pas, l'équilibre social, surtout social. Mais aujourd'hui, quand on regarde au moins, n'est-ce pas, sur les 23 régions, et surtout en Djamena, nous avons des difficultés de joindre Katabou, manque d'électricité, manque de routes, plateau technique sanitaire inexistant, également l'administration obsolète. Alors, quand on parle même une fois de plus, n'est-ce pas, de rappeler à l'ordre nos militaires qui sont appelés combattants. Alors, pour vous, quel est le regard portez-vous en réalité quand on parle sous un angle de production intellectuelle ou pourquoi pas développer notre pays? Alors, c'est quoi? Vous savez, en sciences sociales, l'autre fois, je l'avais dit il y a quelques semaines, en sciences sociales, quand on fait un calcul, quand on fait une analyse, il y a des cadres conceptuels et on essaie de voir si le sujet d'étude rentre dans le cadre conceptuel. Mais moi, comme j'ai vécu aussi, j'ai fait mon université en Amérique du Nord, c'est que
il y a une certaine méchanceté liée au monde latin que nous avons hérité ici de l'administration française et de l'administration coloniale, et nous, on n'a pas compris. Donc, dans ce cadre conceptuel, c'est que cette méchanceté pernicieuse, je ne l'avais pas compris auparavant. Quand je ne l'avais pas compris, cette méchanceté pernicieuse, c'est que à un moment, il fallait qu'on essaye de comprendre pourquoi tant de haine vis-à-vis des gens sur leur propre richesse. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a une certaine méchanceté de ces gens. Et pourquoi il faut maintenir les gens dans le noir, y compris dans le sens relatif du terme, mais dans le sens vrai du terme. Ça veut dire que coupure d'électricité, c'est bien voulu. Moi, on m'a bien dit, je vous l'ai bien dit, que l'autre fois, quand le ministre de la Défense a commencé à demander tout le temps pardon à la France, quand le valeureux soldat tchadien Oumar Mamatouka, surnommé Kalimi, les avait arrêtés, c'est que le ministre de la Défense a commencé à demander pardon à la France. Des excuses à la France, pardon, des excuses à la France. Mais on s'est dit, mais pourquoi se courber les chaînes à tel point? Puis on s'est rappelé les livres de Dingamadi et de Yakoma dont notre camarade Nathalie Yamba a parlé. C'est qu'en 1918, par exemple, ils ont tué 600 personnes à Bouna dans le Logone oriental. En 1929, ils ont tué 20 000 personnes dans le Mandoul parce que les gens du Mandoul ont osé protester quand on les avait interdit de fabriquer l'alcool frelaté. Et quand ils ont osé manifester, les Français les ont canardés avec des canons, 20 000 morts. Après, ils ont déporté 25 000 en esclavage sur le chemin de fer Congo-Océan, y compris les orphelins qui sont restés sans père ni mère. Avec tous ces morts et avec 1 million de morts au Rwanda, avec 1,5 million de martyrs en Algérie, vous continuez à demander pardon aux gens. C'est comme ça que le gouvernement a su que non, il n'avait pas courbé les chaînes à tel point. Donc, quand quelqu'un décide sciemment de vous détruire comme ça, c'est qu'il y a une histoire à ça. Tikenja Fakoli l'avait bien dit, si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Quand Dominique de Villepin avait pris le père Jean-Bertrand Aristide pour l'amener à Bangui et l'amener en Afrique du Sud chez Thabo Mbeki, pourquoi? Parce que Thabo Mbeki avait osé amener un porte-avions sud-africain en 2004 en Haïti pour fêter les 200 ans de la révolution des esclaves haïtiens qui se sont levés et qui ont donné une sévère défaite à 30 000 hommes de Napoléon qui sont venus rendre les armes à ces anciens esclaves qui se sont révoltés sous le commandement de Toussaint Louverture. Mais il faut savoir aussi, cette histoire-là ne paraît pas Bill Clinton et également l'ancien président noir africain, donc Barack Obama. Oui, mais Barack Obama, par la suite, avec ce qui est arrivé avec Gaddafi, on savait qu'il avait vendu son âme au diable. D'accord. Ils ont vendu leur âme au diable et on n'a plus rien à cacher. On doit se dire la vérité et s'il faut, nous irons jusqu'au clash. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, finalement, le schéma conceptuel même ne cadre pas parce que Napoléon leur a dit que le nègre ne mérite aucune pitié dorénavant sur terre. Et que le minimum que vous pouvez faire aux nègres, y compris à nous et à nos présidents, par exemple, c'est la chicotte. Si vous leur donnez le minimum de liberté pour respirer, c'est la chicotte. Donc, c'est cette doctrine avec le code noir de Colbert et autres. Depuis lors, c'était d'ailleurs même les juifs portugais et espagnols qui n'avaient aucun droit avec les noirs dans les Caraïbes en ce temps. Donc, depuis que les Toussaint Louverture ont infligé cette défaite, qu'est-ce que Napoléon a fait? Il a invité Toussaint Louverture comme un chef d'État d'égal à égal. Quand il est arrivé en France, il l'a pris, il l'a jeté en prison, il l'a laissé mourir de faim et de froid. Il dit c'est ça que méritent les nègres et leurs dirigeants. Donc quand vous vous rappelez la mère du maréchal, vous savez qu'ils sont habitués à déjà tuer les présidents noirs depuis longtemps. Oui. Donc ce n'est pas étonnant que sans avoir combattu, ils ont tué le maréchal au nord du Tchad. Et quelqu'un va sortir nous dire que le maréchal est mort au combat. Y compris les Américains qui se cachent parce que eux, ils se sont battus pour leur indépendance, mais eux aussi sont complices maintenant de ça. Oui. Et ils se cachent derrière ces gens. Ils sont là. Quand ils ont amené 40 drones, il y a quelques années, il y a 7-8 ans, le terrorisme n'a fait qu'augmenter. Donc aujourd'hui, les Américains sont là, ils collaborent avec les néocolonialistes, ils se cachent derrière eux, et quand Déby est mort, ils viennent faire l'hypocrisie pour dire que, comme il a toujours voulu mourir les armes à la main, mais non, Déby n'a participé à aucun combat. Vous l'avez assassiné clairement, quand les gens se sont réunis. Donc aujourd'hui, ils ne rentrent même pas dans ce schéma conceptuel, parce que nous, pour eux, on n'est rien, et qu'on est destiné à l'esclavage et à la défaite éternelle. C'est pour ça que nous sommes en train de faire l'insurrection de conscience pour que les gens comprennent. Pourquoi aujourd'hui la France s'acharne sur le Niger? Tout simplement parce que ce n'est pas chez vous. Si quelqu'un vous dit de quitter sa maison, vous quittez. Et la France s'acharne à vouloir soi-disant défendre ou enlever Bazoum, maintenant essayer de diviser le Mali, le Niger.
Et les Africains maintenant ont tout compris parce qu'on est à l'ère de la société informationnelle, celle de l'information en temps réel. Tout ce qui se passe dans le monde, on peut le voir en direct. Donc on ne peut plus nous malmener de gauche à droite ou nous bourrer le crâne comme ça. Donc aujourd'hui, on doit comprendre que ça n'obéit même pas comme dans le monde anglo-saxon, la colonisation française, n'obéit même pas à certains critères rationnels qu'on pourrait donner certains mérites indirects à la colonisation, par exemple, anglo-saxonne. Donc même dans le schéma conceptuel anglo-saxon, la façon de réfléchir n'est pas le même que dans le schéma français. Par exemple, en Amérique du Nord, c'est l'esprit pionnier. Ça veut dire, peu importe qui tu es, peu importe qui est ton père, même s'il est un pousseur de pousse-pousse, si ta capacité et ta matière, c'est pour ça que Dr. Luther King rêvait d'une Amérique où on ne jugera pas mes enfants, disait-il, par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. C'est ça le melting pot qui a fait qu'aujourd'hui, avec l'éthique protestante, par exemple, l'Amérique du Nord est devenue une grande puissance économique. Alors que le monde latin catholique, à un moment qui a ostracisé les juifs et les protestants, lui, il ne s'est pas aussi développé économiquement comme dans l'éthique protestante. Donc nous, on a hérité de ce système qui a fait qu'il n'y a même pas de fluidité économique et qui ne nous laisse hériter que la méchanceté, la sournoiserie et de mettre des bâtons dans le dos entre nos frères. Aujourd'hui, regardez, même dans l'opposition tchadienne, quand ils luttent, si des gens savent que vous allez les libérer, à un moment, ils viennent vous mettre les bâtons dans le roues, ils préfèrent être esclaves que vous les libérer ou que vous deveniez quelqu'un. Voilà là où nous en sommes et ça a fait en sorte que nous sommes tombés. Donc, il fallait toujours faire en sorte que ces gens soient désunis. Quand je vous l'ai dit, en mai 2022, quand on avait manifesté, le gouvernement a dit dorénavant qu'il laisse tous les Tchadiens manifester. La manifestation s'était terminée. Les Français ont pris des casseurs qui sont venus casser les stations Total. Moi, j'avais filmé la cérémonie jusqu'à la fin. Ils ont pris des casseurs pour casser les stations Total parce que dans le code de l'impérialisme, il ne faut pas que les dirigeants, par exemple, du Tchad et le peuple soient d'accord, politiquement d'accord. Et ils ont tout fait pour qu'il y ait le 20 octobre cette tuerie. Et cette tuerie n'est pas une idée forcément tchadienne, mais c'est une façon de mettre, comment dirais-je, un mur entre le peuple et leurs dirigeants. Si à un moment, le peuple veut s'unir aux dirigeants, ils vont dire que ils nous ont massacré le 20 octobre. Mais non, si à un moment ils sont fatigués d'un chef, ils ont parce que là ils ont dit, ils ont fait des enquêtes, tout ça, ils ne vont l'amener nulle part. C'est le jour où le Mamadou Idriss Déby sera un peu contre eux qu'ils vont faire sortir le dossier parce qu'ils ont un marteau sur toi. Ils vont dire, voilà, tu as tué des gens, alors que c'est eux qui sont à la base. Donc il fallait faire désunir ces gens pour pouvoir les diviser et les mieux régner. Et ils l'ont bien dit. Par exemple, au Tchad ou ailleurs en Afrique, créer les chefs de race et entre autres, et vous n'aurez plus de justice, par exemple. D'accord, merci encore. Je suis avec M. Kalandi. M. Kalandi, c'est ça? M. Kalandi, si je n'ai pas perdu, au moins, n'est-ce pas, votre nom de vue. La deuxième, là, je vais vous poser deux questions. Du coup, alors, comment comprendre que nous avions quand même eu, depuis notre indépendance, 8 chefs d'État qui ont été à la tête de notre nation. Mais en réalité, le développement n'y est pas. Et nous voyons, au moins, n'est-ce pas, lorsque le chef d'État prend le pouvoir, ce n'est que la famille, le pouvoir est clanique, avec des affinités amicales et tout cela. Et alors, il n'y a pas l'évolution quand même dans notre pays. Il faut reconnaître que nous n'avons même pas de l'électricité, je le disais à l'entame de cette émission, parce que pour voir de N'Djamena jusqu'à Guelendin, il n'y a pas de l'électricité. Vous avez au moins, n'est-ce pas, une route délabrée et impraticable, et surtout, on se pose la question pour quelle raison. L'indépendance nous montre quoi? L'indépendance nous indique quoi? En réalité, nous devons nous développer. Ça, c'est la deuxième question. Alors, quel est, une fois de plus, n'est-ce pas, le format du chemin conceptuel qu'on peut mettre à la disposition du peuple pour avoir son évolution et permettre qu'en tout qu'il y ait la paix, la quiétude, pendant que nous sommes, n'est-ce pas, dans une guerre, dans une crise intempestive dans notre pays. On n'est jamais arrêté, c'est-à-dire lorsqu'il y a au moins, n'est-ce pas, les foyers de tension quelque part, l'image de la France n'est pas loin. Pour quelle raison? Est-ce que nous sommes toujours captifs ou nous sommes esclaves encore une fois de plus, n'est-ce pas, de cette colonisation? Bien sûr, bien sûr. Ben, je vais revenir un peu sur l'indépendance. Oui. Au lieu que nous parlons que nous devons fêter le 11 août comme fête de l'indépendance, il faut plutôt fêter la fête des dépendances. La fête des dépendances des Tchadiens aux Français. Donc on dépend jusqu'à aujourd'hui des Français. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Partout en Afrique, les présidents, nos présidents, pour être président, il faut faire allégeance à la France. Sinon, tu ne deviens jamais président. Est-ce que vous pensez que nos chefs d'État sont des marioles quand même au service de l'impérialisme? Ça c'est avéré. Parce que quand il y a une conférence comme celle d'Abuja, on vous appelle précipitamment. Vous y allez? Vous allez sans discussion. Alors qu'un président
de France pour qu'il se déplace dans un autre pays, il faut que ça soit planifié 6 mois ou bien 1 an. Le président ne peut pas se déplacer comme ça. On vous appelle, il y a une conférence ou une réunion à Abuja, vous levez tout de suite, vous partez. Quelle est cette manière-là? On doit fêter la dépendance du Tchad à la France. Parce que partout, nous sommes dépendants. Du point de vue politique, ça vous le savez tous. Tous nos présidents, au petit doigt levé, tous les présidents courent. Paul Biya, qui n'a jamais traversé la frontière du Cameroun, il est allé faire quoi à Pétersbourg avec son état de la oui, parce qu'on lui a dit d'aller. Et quand il y a eu une conférence internationale, on dit que c'est le doyen des présidents d'Afrique qui doit parler. Mais chacun est président chez lui, il est indépendant chez lui. Il y a un doyen des présidents. Ah mais non, chacun est président chez lui. Nous sommes dépendants dans tous les domaines. Ce n'est pas un pays comme le Tchad qui doit demander de l'aide alimentaire au Tchad. Nous avons un lac, des petits lacs, des fleuves. Nous avons des périmètres à irriguer. Il y avait les ports du lac Tchad. Il y a le casier B, casier A de Bongo. Il y a le périmètre irrigué présidentiel de Doba. Dans le Salamat, il y a des grandes plaines. Mais qu'est-ce qui nous manque? L'eau vient vous dire que voilà, l'eau est en train d'envoyer le Jamena. Mais l'eau, c'est pour travailler. Vraiment. Hein? Vous voulez pas l'eau? Vous voulez pas la sécheresse? Vous voulez quoi? Donc il faut acheter maintenant un appareil pour mesurer la densité de l'eau. La quantité de l'eau qui doit tomber à Jamena. Oui. Donc dans le domaine économique, vous voyez, on a tout. On a les terres, on a des eaux, on a des travailleurs. Vous parlez de diplômés sans emploi qui sont en train de chômer. Mais ils ne peuvent pas travailler. Hein? Dans les champs, pour l'élevage, il faut leur donner des possibilités, il faut leur donner des investissements pour qu'ils construisent des fermes. Hein? Des poulets, des moutons, des chèvres, des chameaux, etc. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Alors, pendant les fêtes de l'indépendance, vous dites que ce n'est pas tout le monde. Mais ici, quand on fait la fête de l'indépendance, on invite les gens. Vous ne pouvez pas aller comme ça à la présidence, puisque ça se passe à la présidence. Mais ça, sur le plan national, et on évite qu'au moins, n'est-ce pas, des personnes qui se retrouvent, n'est-ce pas, autour d'une table garnie et préparée par avance. Mais pour le défilé, c'est tout le monde. Mais le défilé, on évite seulement, au moins, n'est-ce pas, la présentation des armes. Je n'ai jamais vu un chef d'État, 2, 3 chefs d'État venir là. C'est ça le problème. Mais ils ont peur, parce que vous défilez des armes. Les militaires défilent avec pendant 30 minutes ou 1 heure. Oui. Et après, c'est les chars, c'est les avions. Ils viennent faire quoi? Ils ont peur. Les chars, ils ont peur. Vous voulez montrer vos muscles pour dire que vous avez beaucoup de chars. Maintenant, faites attention, ne nous tichez pas. Oui. Les défilés des armes, des avions, ça fait au moins 4 h 5 heures. Oui. On finit vers les 14 h 13 h là-bas. Est-ce que ces paysans ont le temps de venir voir vos armes? C'est pas ça. Dans le domaine culturel, nous ne pouvons même pas bouger. Hein? Il faut enseigner les programmes d'école qui sont confectionnés depuis 1964 par l'édition Carab. C'est toujours la même chose, l'entraide négrière, l'impérialisme. Mais nous, on ne connaît même pas notre histoire. Tout à fait. Qu'est-ce qui enseigne l'histoire du Tchad dans les écoles? Personne. On n'enseigne pas l'histoire du Tchad. L'entraide négrière, l'impérialisme, la révolution française. Et nous, on ne connaît même pas notre pays. Oui. Si on demande aujourd'hui aux élèves de citer 3, 4 résistants tchadiens, ils ne peuvent même pas. Peut-être qu'ils vont citer Rabat. Est-ce que vous pensez que même les députés peuvent chanter l'hymne national tchadien? Bonne question. Très bonne question. Mais pourquoi tu vois les députés là-bas? Je commence parce que ce sont eux qui représentent quand même le peuple. Ah, mais est-ce que... Ça commence par eux. Est-ce qu'ils ont tous été à l'école? Je ne sais pas. Ah, je pose la question. L'hymne national, là, on l'apprend à l'école. Effectivement, c'est notre histoire. C'est le maître de CM1, CM2 là, qui apprend l'hymne national aux enfants depuis l'école primaire. Mais depuis un certain temps, l'école ne marche pas. L'école primaire, est-ce qu'on chante? L'école n'est pas seulement pour l'hymne national, chers collègues doyens. Le problème, c'est juste la formation du citoyen.
Oui. Le futur citoyen. Mais et le citoyen, c'est l'amour de son pays, passe par la maîtrise de l'hymne national et le drapeau. C'est pas au quartier. Et la devise. C'est à l'école. Tout à fait, c'est pour vous compléter. Oui. C'est pour simplement cela. Parce que les enfants, mais on a disparu. Mais les enseignants, mais non. Ils n'ont pas peur de parler au quartier. Vous êtes professeur à l'université en sciences humaines et sociales, moi en fac de droit et sciences politiques, mais même les étudiants à l'université qui font master, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui vous chantera correctement l'hymne national. Tous les strophes. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Koumbalia, hein, parce que là, véritablement, il faut comprendre, on ne comprend plus sur l'effet de l'indépendance de notre pays, qui est le Tchad. Alors, quelle est l'influence, au moins, n'est-ce pas, des Occidentaux, surtout le colonial, sur notre indépendance? Ça, c'est un. Et la deuxième des choses, est-ce qu'en réalité, nos dirigeants ne peuvent pas sortir, n'est-ce pas, de cette léthargie pour leur permettre, n'est-ce pas, de développer notre pays? Est-ce qu'il y a un blocus, quand même, n'est-ce pas, entre l'influence impérialiste, hein, dans la gestion, au moins, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance de notre pays? Bien sûr, l'influence impérialiste est toujours dans nos problèmes ici, dans l'ingérence du Tchad. Nous allons commencer, disons, par exemple, en 1884, à la conférence de Berlin, quand les impérialistes se sont tous rassemblés pour découper l'Afrique comme un petit gâteau. Ils n'ont jamais pris en compte les populations, les cultures. Donc, c'est de cette façon qu'ils ont d'abord créé la division. Nous, avant la conférence de Berlin, tous les peuples africains s'entendaient, ils se comprenaient, on connaissait toutes nos distances, on savait tous, il y avait des frontières invisibles, mais on se comprenait. Donc quand ils sont venus imposer ces frontières, ça a commencé à créer la division. Et en plus de ça, ils ont commencé à amener la manipulation. Comme notre grand frère, l'historien, a dit tout à l'heure, François Tobamba avait fait une grande bêtise en se laissant manipuler par les Français. Quand ils l'ont trompé en lui disant qu'ils avaient besoin que les rebelles étaient là et ça, et c'est comme ça qu'il a invité les Français à venir au Tchad, et c'est à partir de là que vraiment les bases militaires françaises n'ont jamais quitté. Donc c'était une manipulation qui s'est passée. Donc je dirais que, comme j'ai dit, la conférence de Berlin était dans le but de diviser les Africains afin de pouvoir mieux les régner. Le cas du Tchad. Oui, le cas du Tchad. Ouais. C'est comme notre frère Dr Jai a dit tout à l'heure. Dans le charte de l'impérialisme, il y a aussi un livre que je voulais vous parler qui s'appelle, c'est écrit par Willie Lynch. Oui, Willie Lynch. Ouais. Voilà, ça s'appelle, en fait, c'est Divide and Conquer. Donc c'est une façon de pouvoir maîtriser le noir, le nègre. C'est-à-dire qu'ils vont favoriser ceux qui sont un peu plus clairs. Donc, à la fin, ceux qui sont un peu plus clairs vont se sentir beaucoup plus supérieurs aux autres frères qui sont noirs, et ils vont commencer à devenir les nouveaux oppresseurs. Ouais. Et c'est ça que la stratégie de Willie Lynch. Donc je voulais parler de ça pour pour ajouter à ce que monsieur Dr Jai a dit. Et il y a une autre chose que je voulais dire, surtout par exemple en Tanzanie. Je ne sais pas si vous vous rappelez du président tanzanien John Magufuli. Magufuli, oui. Voilà, John Magufuli était vraiment un panafricaniste parce que durant la Covid-19, il a refusé de prendre tous les vaccins. Il a refusé à l'OMS de venir là-bas. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Brusquement, il est mort. Ce que John Magufuli m'a vraiment fait plaisir, il a refusé de fêter l'indépendance de son pays. Il a dit pourquoi on va dépenser des millions pour fêter une indépendance qui n'a jamais été donnée, qui n'existe même pas. Donc il a dit il a préféré prendre cet argent-là pour construire des hôpitaux, des routes, nourrir sa population. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas fêté la fête de l'indépendance. Et je respecte ça de lui. Ouais, mais pourquoi nous restons là, hein, parce que, mais pourquoi notre président, puisque nous prenons le cas de figure du Tchad, est-ce que pendant cette fête de l'indépendance, est-ce que le président ne peut pas délocaliser au moins, n'est-ce pas, les fêtes dans les provinces pour développer ces provinces-là, en dégageant au moins, n'est-ce pas, une somme faramineuse pour équilibrer au moins, n'est-ce pas, le cadre social, surtout avec, par exemple, un beau stade reconnu sur le plan international. Vous avez les logis des policiers, les logis des gendarmes. Vous avez au moins, n'est-ce pas, une route goudronnée dans les plans chaque province. Est-ce que là, cela ne peut pas développer les 23 régions en 23 ans? Très facilement. Voilà. Très facilement. Nous avons eu beaucoup d'argent qui est passé dans le pays. La dernière fois, j'ai parlé même de l'or de Kourou Bougdi qui produit 51 milliards par semaine. Par semaine, tout à fait. Donc, on a le pétrole, on a beaucoup de matières premières. Donc, cet argent-là, évidemment que le président devrait utiliser ça. Au lieu de faire des fêtes, à chaque fois qu'il y a une fête,
on est les premiers à sortir des milliards pour fêter, alors qu'on est en retard, on est les derniers pays en Afrique. Donc, comme vous avez dit, cet argent-là, il devrait utiliser normalement pour les provinces. Au lieu de fêter l'indépendance, moi je ne veux même pas qu'on fête l'indépendance, honnêtement, parce que je dis qu'on n'est pas indépendant. Ouais. Donc cet argent de la fête de l'indépendance, il devrait l'utiliser, comme on l'a dit, pour développer les provinces. Il y a des problèmes dans les routes, même aujourd'hui la mairie. Vous avez vu ce qui se passe en pleine ville? Moi je vois le matin des femmes en plein milieu de la route qui sont en train de nettoyer le goudron. Exposées à tout danger. Mais vous savez quel danger cela peut se produire dans tous les pays? Qu'est-ce qui se passe? Quand on travaille sur les routes, on travaille sur les routes la nuit. Oui. La nuit, quand il n'y a pas de trafic, quand il n'y a pas de voiture, c'est la nuit qu'on travaille. Le pays, le Tchad, d'abord, il n'y a même pas de travail. Il n'y a même pas d'activité. Pourquoi ne pas dire à ces femmes-là, c'est-à-dire, Madame le maire, elle devrait organiser une night shift. Vous savez, aux États-Unis, les gens travaillent 24 heures sur 24. 24 sur 24, oui. Et c'est un pays qui est déjà très avancé. Ils sont la première puissance mondiale. Bien sûr. Ils sont à l'aide de la consommation. Voilà. Donc, ils travaillent 3 shifts, 3 temps. Ça veut dire le matin de 9h à 5h, 9h à 17h. De 17h à 1h du matin, de 1h du matin à 9h du matin. Ça veut dire que ça tourne 24 sur 24. Les routes, ils travaillent la nuit. Au Tchad, il faut travailler la nuit. Ces femmes devraient balayer la nuit. Comme ça, quand le matin vient, les routes sont libérées et il n'y a pas de danger. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire à propos de ça. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. D'accord. Donc, parlons un peu des 3 pays, des 3 pays qui veulent faire la fédération, comme le Mali, la Guinée, le Burkina. Ils ont parlé de fédération. Oui. Je sais que vous êtes au courant de ça. Maintenant, nous avons le Niger qui est venu dans l'action. Oui. Voilà. Le Niger a beaucoup de problèmes par rapport à qui? La CEDEAO. La CEDEAO ne veut pas comprendre que ce pays veut avoir son vraie indépendance. Mais nous ne sortons pas de thème de l'émission, parce que nous sommes là, au moins, oui. C'est une virgule tout juste. Mais une virgule qui parle de l'indépendance. Voilà, c'est de l'indépendance que je veux parler. Les Africains sont en train de chercher leur vraie indépendance. Le jour où les Africains auront leur vraie indépendance, ça sera quand tous les accords coloniaux, les 11 accords coloniaux qui sont sur notre tête à tous les pays francophones seront effacés. Donc c'est ça que je suis en train de dire. Ces 3 pays sont sur la voie. Alors le Tchad doit s'y adhérer? Absolument. Le Tchad doit s'y adhérer et annuler tous ces accords coloniaux afin que nous puissions célébrer la vraie indépendance. Parce que maintenant, ce n'est pas une indépendance. Et quelle est la date que vous pouvez lui donner lorsque nous allons certainement être adhérés à tout ce que vous venez de dire? Mais alors, quelle est la date de l'indépendance que vous allez donner donc, n'est-ce pas, au Tchad pour nous permettre, n'est-ce pas, de fêter? Je pense maintenant, c'est la révolution africaine a démarré. Oui. Nous sommes dans le 21e siècle et cette révolution a démarré. Donc, disons, si finalement tous nos pays s'associent ensemble pour combattre contre l'impérialisme et que nous nous débarrassons des 11 accords coloniaux d'ici la fin 2024, on peut trouver une nouvelle date d'indépendance. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, vous savez que vous êtes toujours dans la dynamique de votre émission, le point sur l'actualité. Aujourd'hui, vous savez, nous avons nos invités qui sont là. Vous savez, le temps aussi n'est pas nous tient par la gorge. Et nous disons tout simplement, nous n'allons pas peut-être, n'est-ce pas, sortir définitivement de ce thème sans donner la dernière parole à nos invités sur le plateau, le point sur l'actualité. Je ne sais pas si une personne qui l'a dit, est-ce que en réalité l'impérialisme est dans votre plat? Vous mangez là? Je ne sais pas s'il y a l'impérialisme. Si vous avez l'impérialisme, alors que faut-il faire? Changer le paradigme. Surtout, vous avez du riz, le blé, vous avez tout, hein, les huiles, tout ça. On nous dit maintenant, même les arachides qui est déjà créé au niveau de Pala, vient une par une de l'Ukraine. Je ne sais pas dans votre continent, dans votre province, je ne sais pas dans votre village. Est-ce que également le mil rouge, Djigarida Tarvou Koumse, Djigari, est-ce que également ça vient de l'Ukraine? Je ne sais pas. C'est une question posée. Mais sinon, si l'impérialisme n'est pas dans votre assiette, alors changez le paradigme. Monsieur le professeur, parce que nous sortons définitivement de l'émission, je vais commencer par vous pour terminer vers l'historien. Alors, quel est votre mot de fin par rapport à notre indépendance? Mais sachez que, chers téléspectateurs, ce n'est pas terminé. Hein. Tout au long de ces semaines jusqu'à le 11 août, nous allons rester déjà avec une thématique qui vous permettra de comprendre le bien fondé de notre pays depuis son essor de l'indépendance. Alors, qu'est-ce que nous avons profité? Vous qui êtes peut-être, n'est-ce pas, au village, il y a beaucoup déjà vos parents qui sont décédés. Ils n'ont rien profité, même pas un copec, même pas un radis. Et alors, nous qui restons, la génération future, qu'est-ce qu'elle profite de notre indépendance? Tout pendant les 2 semaines, nous serons avec vous sur la thématique, bien sûr. Et n'oubliez pas, vous avez méditerranéen le samedi, mais surtout, le dimanche, vous avez Afrique 54. Professeur. Moi, je dis, les solutions ressortent de nos différentes déclarations tout à l'heure et de nos contributions parce que il s'agit de prendre notre destin en main.
Moi, je ne suis pas contre qu'on fête le 11 août, fête de l'indépendance. Ça serait une occasion de faire le bilan. Maintenant, si le mot indépendance est trop, je comprends, est trop gros parce que c'est vite, c'est un fil vite qui fait trop de bruit. Au-delà du côté festif, c'est le problème, le contenu réel. Qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de chefs d'État, à l'image de notre président de la transition, le jeune général Mohamed Idriss Déby, Idno. Cette nouvelle génération, nous devons l'accompagner pour son destin, diriger sa nation, de sortir victorieux. Les analyses et les critiques ne sont pas des critiques stériles, haineuses par rapport à une opposition stérile et aveugle, non, ou de faire ou de commander des postes de responsabilité ou d'alimentation. Non, il s'agit de contribuer. Personne ne conteste le droit fondamental citoyen lié à sa citoyenneté, Mohamed Idriss Déby Itno, de présider son pays. Non, la question c'est comment le guider. La situation n'est pas facile. Se débarrasser de l'impérialisme n'est pas facile. C'est pas facile de se débarrasser de l'impérialisme. Il faut beaucoup d'efforts. Mais là, ça commence d'abord par de rendre autonome la source du pouvoir. La source du pouvoir et de la conservation du pouvoir, avec l'assentiment de tous les Tchadiens. Faire des gouvernements d'union nationale, c'est très bien, c'est des Tchadiens, c'est pas des étrangers qui animent ces gouvernements. Nommer des généraux par préfecture et par ethnie, c'est très bien, c'est le partage dans le contexte de la misère et de la pauvreté. C'est pas le rôle, professeur. Mais oui, mais c'est en fait, c'est la gestion des équilibres. Voilà. Le rôle des généraux, des voilà, c'est la gestion. Non, c'est la gestion des équilibres pour la conservation du pouvoir. Tomborbel a essayé en associant des élites de différentes préfectures à son gouvernement. Ouchartogoudi du Wadaï, Abonosur du Wadaï, il a pris Abdoulaye Djonouma et Georges Digimbaye du Moyen Chari, il a pris des enfants du Moyen Kebi, il a pris Mtchere du Guéra, ou bien à la Haute-Terre du Canem, ou Djim Togo du BT, etc., pour ne citer que cela. Non, maintenant, la donne a changé. Y compris la France, elle charge à s'adapter. Ce qui se passe au Niger est assez expressif. Assez expressif. Ça veut dire qu'il faudrait s'adapter maintenant. Il ne s'agit pas d'un simple coup d'État. Il s'agit de lever de la conscience africaine et de la jeunesse africaine. Ouais. La donne a changé. Les gens, il faut être président au service de son peuple, pas au service d'un groupe ou bien d'une puissance étrangère qui vous protège par ses bases. La question, c'est celle-là. Vous restez président. Très bien, on vous accompagne et on vous soutient. On se sacrifie, nous sommes des élites formées par les impôts des Tchadiens, des contribuables tchadiens. Donc aujourd'hui, si on est des professeurs et autres, c'est par les contribuables tchadiens que nous avons été à l'école primaire, au secondaire, avec des bourses de coopération. Et nous sommes allés dans les universités occidentales. On est revenus. Parfois, par notre destin, nous sommes devenus même des ministres et autres. Mais le problème n'est pas là. Nous sommes des grands-pères maintenant. Nous sommes des grands-pères. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Accompagner au-delà de la critiquer, il faudrait plutôt l'accompagner par des conseils fondamentaux. Avant que vous ne chutez totalement, est-ce que vous pensez que d'abord le président de la République, lui, il suit et il vous écoute et il veut changer véritablement le paradigme? Ça, c'est une autre question. Mais nous, on doit s'acquitter de notre obligation. En tant qu'élite, nous devons contribuer. C'est la contribution. Et donc, nous devons contribuer pour l'accompagner. Il s'agit de son destin et il s'agit du destin de tous les peuples tchadiens. Nous avons les ressources. Aujourd'hui, nous avons toutes les réseries de la Tandjilé et du Moyen Kébi, c'est du riz. Nous avons le mil dans toutes les préfectures. Le Bata et le BT, c'est la regorge du bétail, et avec des millions et des millions de têtes. Nous avons le pétrole à Doba. Nous avons le pétrole partout, le diamant et l'or, partout, au Guéra, au Bata, et partout. Je ne citerai pas ça. Nous avons le lac Tchad qui n'est pas suffisamment exploité. C'est les Africains de l'Ouest qui viennent se réunir chez nous pour la recherche de la pitance au lac Tchad. Les gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, du Burkina, du Mali et autres qui sont là. Et aujourd'hui, partout, le Chariba Grimi et autres, nous avons à manger, nous avons à boire. La question se situe comment gouverner. Gouverner dans l'association de tous les Tchadiens, d'accord, les élites tchadiennes, mais il faudrait définir une bonne politique de ce qu'on appelle la refondation du Tchad. Refonder pourquoi? Parce que le Tchad était fondé, République en 58. C'est tout resté en chantier.
un État indépendant en 60, mais l'État n'a jamais affirmé son autonomie et surtout son autorité sur l'ensemble du territoire de 1 284 000 km². La gouvernance n'a jamais été État. Maintenant, avec toutes ces ressources, il faudrait c'est vrai de faire une bonne armée. Oui, vous chutez, nous sortons définitivement de l'émission. Merci. Moi, ce que je dis, c'est que nous tous, avec ces débats, ces occasions, on doit contribuer sans haine, sans rancune, sans égoïsme, c'est pour l'accompagner, mais d'éclairer les yeux et qu'on espère que ces conseils soient pris en compte pour qu'on puisse se compléter et arranger et aller de l'avant parce qu'il s'agit de notre destin. Personne n'a choisi d'être né tchadien. Le destin et la colonisation qui nous ont mis ensemble. Merci professeur. Je tiens à vous rappeler tout simplement que Ahmad Mahamat Hassan est ancien ministre de la Justice, il est professeur, professeur des invités, alors il est aussi juriste, il faut reconnaître en Sciences Po, il s'y connaît très bien. Merci encore monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation sur le plateau, le point sur la. Alors docteur Ndiaye. Oui, quand on gère une nation, on n'est pas le fruit d'une famille ou d'une ethnie, mais on est le fruit d'un pays, d'un continent. Et c'est aussi une question d'engagement. Parce que, quand je vous l'ai dit en 99, quand Gaddafi et les autres présidents africains voulaient faire les États-Unis d'Afrique, tout ça, unir l'Afrique, c'est qu'à un moment, certains chefs d'État somnolaient dans la salle et le chef d'État, le président Déby, qui avait dit oui, que certains somnolaient, tout ça. Gaddafi a dit, mais si lui il est fatigué, il peut aller se reposer. Et à 4 h du matin, ils ont adopté ce qu'on appelle le 9 septembre 1999, le début de l'Union africaine. Donc, il faut des hommes d'engagement, mais il faut aussi le faire dans un esprit de rectitude. C'est quoi la rectitude? C'est la qualité de ce qui est droit intellectuellement et moralement. Et s'il y a la volonté politique et les compétences qu'il faut, et s'il y a l'équité et la justice, on peut y arriver. Donc ce n'est pas un miracle de développer un pays. Aujourd'hui, le Rwanda est parmi les pays qui se développent le plus au monde, l'un des pays les plus propres au monde par exemple. On ne va pas citer ça tout le temps parce qu'on le sait. Donc c'est une question d'engagement et on est le fruit d'un pays, d'un continent. Et quand on veut, on peut. Merci beaucoup. Merci encore. Je vous rappelle que Dr Ndiaye, il est géostratège également, la résistance africaine. Il est, n'est-ce pas, responsable de quoi au niveau du ministère des Affaires étrangères? Vous êtes direction des études stratégiques et des menaces transnationales. Voilà, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Merci encore une fois de plus, docteur, d'avoir répondu également à notre invitation. Alors, président Koumbaria, la conclusion. La conclusion, j'aurais vraiment aimé que notre jeune président Mahamat Idriss Déby soit parti en Russie, comme beaucoup de présidents patriotiques, panafricanistes sont partis là-bas. Parce que il faut vraiment savoir que de nos jours, on a besoin d'une nouvelle alliance. On a besoin de nouveaux partenaires, spécialement pour développer l'Afrique. Le nouveau partenaire en ce moment, c'est la Russie. Regardez le jeune président Ibrahim Traoré, quand il est parti là-bas. Il a signé des accords nucléaires pour l'énergie. Il a signé tellement d'accords et beaucoup d'autres de ces présidents ont signé des accords, beaucoup d'accords. Il paraît qu'il y a au moins 40 États africains qui ont signé des accords. Nous avons encore manqué ça. Nous avons raté ça. Et nous avons raté ça pour qui? Pour la France, encore la France, la France, la France. Après toutes les bases militaires qu'ils ont ici. Le jour où on sera indépendant, ça sera le jour quand la France quittera le Tchad. C'est là qu'on fêtera notre indépendance. Mais avant ça, je ne pense pas qu'on a un indépendance. Merci. Je vous rappelle également, Dr Koumbaria, il est président de la formation politique, le PPT, le Parti panafricain pour le Tchad. Alors, l'historien, j'ai fini avec vous. Alors, vous également, quelle est la conclusion de votre version de fait? Bon, ma version de fait, c'est que l'idéal aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui, c'est la fédération des États. Pas des fédérations à l'intérieur d'un État, pas des sous-préfectures. Confédération. On appelle confédération. La confédération. Oui, tout à fait. C'est l'idéal. Aujourd'hui, si les États-Unis sont forts, c'est à cause de leur union. Oui. L'Union soviétique secondait les États-Unis. Les États-Unis ont tout fait pour casser l'URSS. En 1989, oui. il a éparpillé les États. On pense à Mikhail Gorbatchev, qui est déjà décédé, si j'ai une bonne mémoire. Oui, ouais. Alors, donc l'idéal des grandes puissances, c'est de nous démanteler en petits morceaux. Oui. Aujourd'hui, les petits pays, comme le Bénin, le Togo, les Rwanda, n'ont pas d'avenir. Il faut s'accrocher à des gros pays pour faire ensemble une fédération ou confédération en Afrique. Oui. Les petits pays aujourd'hui, ça ne nous arrange pas.
nous restons divisés et c'est pour mieux que l'Afrique règne sur nous. D'accord. Et dans le domaine du panafricanisme, il faut pas qu'on laisse les pays comme le Bénin, le Burkina, le Mali, le Bénin lutter seuls. Ouais. C'est un problème d'émancipation, c'est un problème d'évolution des jeunes. Quand les jeunes accusent les vieux, ils n'ont rien fait, mais eux maintenant qu'est-ce qu'ils font? Il faut aider les uns les autres pour former une grande confédération, pour qu'on vive ensemble. Il y avait déjà des exemples comme l'AF. Les anciens ont voulu que ça soit une confédération. L'Afrique centrale aujourd'hui, vous parlez de communauté de l'Afrique centrale, communauté économique, communauté monétaire. Ça ne veut rien dire. C'est déjà fondu dans la CEAC. Donc la CEMAC est déjà fondue dans la CEAC. On attend juste la mise en pratique. Qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte? Rien du tout. C'est une coquille vide. Ouais. Les pays, même membres, ne cotisent même pas. Tout à fait. Mais vous voulez que ça marche comment? Et ça commence par le Tchad. Pas par le Tchad, il faut l'union de tout le monde. D'accord. Pas un seul pays, que les jeunes se réveillent. Il ne faut pas qu'ils continuent à frapper sur les vieux, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui sont plus tribalistes que les autres. Oui, absolument. Mais vous avez écouté avant-hier où il y a des pays, j'ai écouté les gens de Koumra, vous avez amené les gens d'autres régions pour venir faire la révision de la liste électorale. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes ici à Koumra? Mais il n'y a pas de gens de Koumra ici à Yamena? C'est l'expression de la misère. C'est pas seulement la misère, mais il faut qu'on évolue dans la pensée. Il faut que la question soit posée à un haut niveau, pas au niveau régional. D'accord. Si dans votre région, vous ne voulez pas que tel ressortissant d'un autre pays viennent travailler chez vous, là, chacun doit travailler chez lui. C'est impossible. Il faut élever le niveau de discussion. C'est trop bas. D'accord. C'est trop bas. Ok. Que les jeunes soient sensibilisés, que nos chefs d'État comprennent qu'il faut céder une portion de leur pouvoir là pour créer une grande fédération avec un grand chef. Merci. Ils ne veulent pas. Alors voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin l'émission de ce soir. 1er août, je le disais tantôt, n'est-ce pas, à l'entame de mon émission. Nous allons, à tambour bâton, tour de rôle également, le faire pendant 2 semaines. Vous aurez au moins, n'est-ce pas, les personnalités érudites dans la dimension auquel nous cherchons pour venir faire, n'est-ce pas, étayer l'éclairage sur la dévolution du pouvoir dans notre pays et surtout sur son essor de l'indépendance. Alors, j'ai dit merci encore une fois de plus au professeur Ahmad Pamat Hassan. Merci également à Dr Ndiaye. Merci également au président Koumbaria. Merci également à M. Kola. Le nom est un peu difficile. M. Kolandi, c'est un nom tout prix que je connais parfaitement, surtout, c'est vers par là. Et quant à vous, chers téléspectateurs, on vous dit merci d'avoir aussi, n'est-ce pas, pris position devant vos petits écrans pour suivre minute par minute, n'est-ce pas, la fin des émissions. Nous félicitons aussi, n'est-ce pas, ceux de Sénégal qui ont envoyé beaucoup de messages, le Bénin, disons encore, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, surtout le Niger. Merci beaucoup. Vous nous aurez au moins, n'est-ce pas, sur votre chemin le dimanche dans l'émission spéciale consacrée à Afrique 54. Quant à nous, nous disons merci. Merci encore une fois de plus, n'est-ce pas, aux réalisateurs qui nous ont accompagnés. Vous avez beaucoup de personnes. Vous avez René, vous avez M. Ahmad Abdou qui est le chef de service de réalisation de cette émission. Et on n'oublie pas Adolphe aussi, n'est-ce pas, qui a marqué au moins un point là-dessus aujourd'hui. C'est terminé. Nous vous disons merci. Prenez soin de vous. À nous revoir bientôt, surtout jeudi, pour une nouvelle aventure politique. Ciao, ciao.